Bienvenue dans cette nouvelle analyse où on va piocher dans un domaine un peu inattendu pour éclairer nos décisions du quotidien, l'informatique. Bonjour. On va s'appuyer sur les idées d'un livre passionnant, Algorithms to Live By. Et l'idée de départ, c'est vrai, elle peut sembler un peu perchée. C'est le moins qu'on puisse dire. Que peuvent bien nous apprendre des algorithmes, enfin des trucs qui font tourner nos ordis, sur des choix aussi humains que, je sais pas, trouver un appart, gérer son temps, ou même choisir où manger ce soir? C'est vrai que l'image qu'on a de l'algorithme est assez froide, très technique, mais en réalité c'est un concept incroyablement ancien et très humain. Ah oui. Ben oui, un algorithme ce n'est rien de plus qu'une série d'étapes pour résoudre un problème. Une recette de cuisine par exemple, c'est un algorithme. D'accord, vu comme ça. La méthode de division que les Sumériens utilisaient il y a 4000 ans, c'était déjà un algorithme. Ce sont juste des processus qu'on suit pour ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir comment certains de ces processus, qui ont été affinés par des décennies de recherche en informatique, peuvent être des outils étonnamment puissants pour nous. Tout à fait. On pourra peut-être commencer par une question universelle, un vrai casse-tête. Comment on sait quand il est temps d'arrêter de chercher et enfin de se décider? Pour rendre ça concret, prenons un exemple que beaucoup de gens connaissent, la recherche d'un appartement dans une grande ville. Un marché super tendu. Voilà, on visite un bien, il est pas mal, mais bon, il n'est pas parfait. L'agent immobilier nous met la pression, il faut se décider maintenant. Et là, le dilemme est terrible. C'est ça. Est-ce qu'on le prend au risque de passer à côté de la perle rare la semaine prochaine? Où est-ce qu'on attend, au risque que ce soit le meilleur qu'on verra jamais, et de s'en mordre les doigts après? C'est l'illustration parfaite de ce que les spécialistes appellent un problème d'arrêt optimal. D'accord. C'est une catégorie de problèmes où on doit passer en revue des options, une par une, et décider à quel moment on arrête la recherche pour s'engager. Et on ne peut pas revenir en arrière. Exactement. La décision est irrévocable. Le modèle classique pour ça, c'est ce qu'on appelle le problème du secrétaire. Le problème du secrétaire. Oui. Imaginez, vous devez recruter le meilleur candidat possible pour un poste. Vous les recevez en entretien un par un, dans un ordre aléatoire. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est fini, vous ne pouvez plus le rappeler. Et c'est là que ça devient fou. Parce que les mathématiques nous offrent une solution d'une précision déconcertante. Oui. La fameuse règle des 37%. Hmm. Mais ça sort d'où ce chiffre? 37%. Ça a l'air presque magique, un peu arbitraire. C'est vrai que ça paraît un peu sorti d'un chapeau, hein. En fait, ça vient d'une constante mathématique, le fameux nombre E. Ah d'accord. Le point de bascule optimal est 1 divisé par E, ce qui donne environ 0,368. D'où les 37%. Mais l'important, ce n'est pas le chiffre exact, c'est le principe qu'il y a derrière. Et c'est quoi ce principe? La stratégie est la suivante. Pour les premiers 37% de candidats, ou d'appartements, ou de n'importe quelle option, on ne fait absolument aucune offre. Aucune. Aucune. Cette phase est purement dédiée à l'exploration. On regarde, on évalue, on se forge un standard de qualité. D'accord, donc c'est une période d'étalonnage en quelque sorte. Si j'ai 10 appartements à visiter, je regarde les 3 ou 4 premiers juste pour me faire une idée du marché, C'est ça. sans même envisager de faire une offre. Exactement. Et une fois que cette période d'exploration est terminée, la règle devient très simple. On s'engage pour la toute première option qui s'avère meilleure que toutes celles qu'on a vues pendant la phase d'étalonnage. Attendez, ce qui me surprend ici, c'est que le nombre total d'options ne change rien. Qu'on ait 100 CV ou 1 million, la stratégie reste la même. On en écarte 37% et on attend. C'est le point le plus puissant. C'est complètement contre-intuitif. Ça l'est, mais c'est mathématique. Cette stratégie vous donne environ 37% de chances de choisir le numéro 1 absolu. Et oui, que la liste contienne 100 ou 1 million d'options, la probabilité de succès reste la même. C'est énorme. C'est colossal. Choisir au hasard dans un groupe d'1 million vous donne une chance sur 1 million. Cette méthode vous maintient à 37%. Mais il y a un revers. Une subtilité importante. Ah, voilà. Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. C'est quoi le piège? Ce n'est pas vraiment un piège, mais c'est un compromis. Cette stratégie maximise vos chances de trouver le meilleur du meilleur, le numéro 1. C'est donc une stratégie tout ou rien. D'accord. Le risque, c'est que le meilleur candidat, ou le meilleur appart, se soit présenté dans les 37% de la phase d'exploration. Et dans ce cas, on le rejette. On le rejette, oui. Et on risque de finir avec le tout dernier candidat de la liste, qui peut être le pire. On vise la perfection au risque de passer à côté d'options qui auraient été très bonnes. Ça change complètement la perspective pour la recherche d'appartements. En quoi? Mais on ne cherche peut-être pas l'appartement parfait qui n'existe que dans nos rêves, mais plutôt le meilleur compromis possible. Ce n'est pas la même chose en fait. C'est une excellente remarque. Et c'est pour ça que ce modèle s'adapte. Quand on dispose de plus d'informations, comme pour la vente d'une maison où on connaît les prix du marché, la stratégie change.
On n'est plus dans le noir complet. Alors on fait comment? La théorie suggère de fixer un seuil acceptable en amont, un prix plancher par exemple, en se basant sur les coûts de la recherche, le temps perdu, l'énergie, l'argent. D'accord. Et une fois que ce seuil est fixé, la clé, c'est la discipline. On accepte la première offre qu'il dépasse, sans se demander si on pourrait avoir un peu plus en attendant encore un mois. Cette idée de s'arrêter après avoir exploré 37% est puissante, mais elle repose sur le fait que la décision est irréversible, comme pour un recrutement. Oui, Mais dans la vie, beaucoup de choix sont réversibles. On peut toujours retourner dans un restaurant qu'on a bien aimé, par exemple. tout à fait. Et ça nous amène à un autre grand dilemme. Faut-il s'en tenir à ce qu'on aime, notre valeur sûre, ou tenter la nouveauté? Le fameux débat entre notre pizzeria préférée. Et ce nouvel endroit dont tout le monde parle, Exactement. c'est le dilemme fondamental entre l'exploration et l'exploitation. Explorer, c'est essayer de nouvelles choses pour acquérir de l'information. Exploiter, c'est capitaliser sur ce qu'on sait déjà être bon. Et l'informatique a un nom pour ça, j'imagine. Bien sûr, ça s'appelle le problème du bandit manchot. Du bandit manchot. Comme les machines à sous. C'est ça. Imaginez-vous dans un casino face à un mur de machines à sous. Chacune a un taux de redistribution différent, mais vous ne les connaissez pas. Vous avez un nombre limité de jetons. Comment maximiser vos gains? Forcément, il faut bien que je gaspille quelques jetons pour tester plusieurs machines. C'est la phase d'exploration. Voilà. Mais chaque jeton que j'utilise pour tester une machine potentiellement nulle, c'est un jeton que je ne mets pas dans la machine que j'ai identifiée comme étant la plus rentable. C'est une tension permanente. C'est exactement ça. Et alors? Il y a une solution? Il existe une formule mathématique, l'indice de Gittins, qui aide à résoudre ce dilemme en donnant un score à chaque machine. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il traite l'incertitude. C'est-à-dire? L'idée, c'est de quantifier la valeur de l'information. Une machine qu'on connaît et qui paye un peu est prévisible. Mais une machine inconnue, c'est un mystère. Elle pourrait être nulle, mais elle pourrait aussi être le jackpot. Donc l'inconnu a une valeur en soi au final. Précisément. L'indice attribue ce qu'on appelle un bonus d'exploration à la résolution de ce mystère. Tant que l'incertitude est élevée, la valeur potentielle de l'information qu'on pourrait découvrir reste très haute. Et concrètement, pour notre restaurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être plus rationnel d'essayer un restaurant totalement inconnu que de retourner dans celui qu'on sait être juste correct, mais sans plus. C'est une forme d'optimisme rationnel en fait. C'est exactement ça, un optimisme rationnel intégré dans l'équation. Je comprends l'analogie, mais est-ce qu'on ne simplifie pas un peu trop la vie humaine? Quand on vieillit, par exemple, on a tendance à se concentrer sur ses amis proches. C'est un calcul d'exploitation, ça? Ou c'est juste qu'on a moins envie de faire des efforts? C'est une question légitime. Bien sûr que c'est une simplification. Personne ne sort sa calculatrice pour décider s'il doit appeler un vieil ami ou aller à une soirée. On est d'accord. Mais ce modèle offre un cadre pour comprendre une tendance psychologique bien réelle. Les études montrent que les jeunes explorent massivement les nouvelles expériences, nouvelles amitiés. Oui, En vieillissant, on bascule naturellement vers l'exploitation de nos relations les plus profondes et les plus sûres. Le modèle suggère que ce n'est pas forcément de la routine ou de la fatigue, mais une réponse logique. à un horizon temporel qui se réduit. Quand on a toute la vie devant soi, la valeur de l'information est maximale. Quand il reste moins de temps, la valeur de la jouissance de ce qu'on a déjà construit devient prioritaire. Vu comme ça, c'est moins une question de fatigue que d'une allocation intelligente de nos ressources émotionnelles. Et temporel. D'accord. Donc on a parlé de collecter de l'information, que ce soit pendant la phase des 37% ou en explorant de nouveaux restaurants, mais ça soulève une autre question. Est-ce que plus d'infos ou plus d'analyses, c'est toujours une bonne chose? Bonne question. Et là, l'informatique nous montre que, paradoxalement, la réponse c'est non. Parfois, trop réfléchir nous mène à de moins bonnes décisions. C'est un piège classique en apprentissage automatique qu'on appelle le surajustement, overfitting en anglais. Le surajustement. L'idée, c'est quand un modèle apprend trop bien les données du passé, il devient si complexe, si spécifique, qu'il colle parfaitement aux exemples qu'on lui a donnés. Hein, mais il perd toute capacité à généraliser. Voilà. Il ne peut plus faire de prédictions justes pour l'avenir. En fait, il commence à modéliser le bruit, les petites fluctuations aléatoires, au lieu du signal de fond. Le livre prend un exemple très parlant pour ça, celui de la prédiction de la satisfaction conjugale. Oui, Imaginons qu'on ait des données sur un couple pendant 10 ans. On pourrait créer une courbe très complexe avec plein de hauts et de bas qui passent exactement par chaque point de données. parfaitement. Mais cette courbe, bien qu'elle décrive parfaitement le passé, sera un très mauvais prédicteur de ce qui se passera à la 11e année. Alors qu'une simple ligne droite qui montre la tendance générale, Même si elle est moins précise pour le passé, sera bien plus fiable pour l'avenir.
C'est un phénomène qu'on observe partout. J'ai un ami qui est tombé en plein dedans en achetant une voiture. Il avait fait un tableur Excel avec 50 critères. 50? Oui, de la couleur des coutures des sièges au nombre de porte-gobelets, il a passé 6 mois à chercher la voiture parfaite qui cochait toutes les cases. Et il l'a trouvé, j'imagine. Il l'a trouvé, sauf que c'était un modèle connu pour être très peu fiable. Il avait surajusté son choix à sa liste en modélisant le bruit et il avait perdu de vue le signal principal, la fiabilité du moteur. C'est une histoire terrible et tellement parlante, on le voit aussi dans les entreprises. Quand les employés sont évalués sur des indicateurs très spécifiques, ils optimisent leur travail pour faire monter ces chiffres. Et parfois au détriment de la mission réelle de l'entreprise. Ils optimisent pour le test, pas pour la réalité. Alors, quelle est la solution pour ne pas tomber dans ce piège? Une des techniques en informatique s'appelle l'arrêt précoce, early stopping. C'est assez littéral. Prêt. Il faut arrêter le processus d'analyse avant qu'il ne devienne trop complexe. Il faut savoir s'arrêter d'ajouter des variables et des détails. Mais comment on sait quand s'arrêter? C'est ça le plus difficile. À quel moment est-ce que je passe de l'analyse saine au surajustement? C'est tout l'art, justement. Il n'y a pas de règle magique, comme les 37%. C'est plutôt un principe directeur. Qui est? Dans les situations de grande incertitude, où on a peu de données fiables, la simplicité est notre meilleur allié. Il faut privilégier les modèles simples, les règles de base, et accepter une certaine imperfection. Chercher à tout contrôler. C'est ça le piège. C'est la voie royale vers le surajustement. Parfois, la décision la plus sage est de reconnaître les limites de notre savoir et d'arrêter de creuser. Alors, si on fait le bilan, c'est assez vertigineux quand même. On est parti d'une règle mathématique, les 37%, pour guider des choix de vie. Ensuite, on a vu comment la logique d'une machine à sous pouvait éclairer l'évolution de nos vies sociales avec l'âge. Entre découverte et consolidation. Et on termine sur cette idée paradoxale que la meilleure décision parfois, c'est d'arrêter de trop réfléchir pour ne pas se noyer dans les détails. Ce que tout cela nous dit au fond, c'est que la rationalité, ce n'est pas une quête froide et mécanique de la solution parfaite. C'est beaucoup plus subtil. C'est l'art d'utiliser la bonne stratégie pour le bon problème. C'est ça. Tout en étant conscient de nos limites, en temps, en énergie, en connaissance. L'obsession de la perfection est souvent ce qui nous paralyse ou nous conduit aux pires décisions. C'est une façon de voir la réflexion qui est presque libératrice. Le but n'est pas de trouver la réponse parfaite à chaque fois, mais d'avoir de meilleurs processus pour décider. On déplace l'attention du résultat vers la méthode. C'est un changement de perspective fondamental. Exactement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une ouverture. Ces algorithmes nous aident à naviguer dans un monde complexe. Mais on peut aussi inverser la question. C'est-à-dire, Le monde lui-même nous impose ses problèmes à résoudre. Un système bien conçu, un site web, une file d'attente, une politique publique peut être ce qu'on pouvait appeler computationnellement bienveillant. attendez, computationnellement bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons l'exemple d'un parking. Chercher une place dans un parking à étages, avec des allées dans tous les sens, est un problème de recherche complexe. Oui, très. Mais un parking en spirale, où il n'y a qu'un seul chemin possible, transforme ce problème en un simple problème d'arrêt optimal. On avance et on prend la première place qu'on voit. Ah oui, d'accord. Le design du système a simplifié radicalement le calcul que notre cerveau doit faire. Donc la responsabilité n'est pas que sur l'individu. Elle est aussi sur ceux qui conçoivent les systèmes dans lesquels on évolue. La question n'est donc plus seulement comment puis-je prendre de meilleures décisions, mais aussi comment pouvons-nous concevoir des environnements qui rendent les bonnes décisions plus faciles, plus intuitives pour tout le monde? Et ça, c'est une question qui dépasse largement notre cuisine ou notre recherche d'appartement. C'est une question de société.